Il semble que nous devons commencer à produire ces systèmes de frappe. Et ensuite, en fonction de la situation réelle, prendre des décisions sur l'endroit où les placer, si cela est nécessaire, pour assurer notre sécurité. Bon, qu'on comprenne bien, avant de se pencher sur justement ce qu'est cette arme, Général Trinquant, pourquoi est-ce que ces armes dont il parle sont interdites à l'heure actuelle pour la Russie ? Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. Il s'agit d'armes nucléaires. Hein. Oui, bien d'accord. Ça fait. C'est des armes nucléaires à moyenne portée qui avaient été interdites après un accord. On rappelle que c'était des armes qui concernaient essentiellement l'Europe, en fait. Hein, donc, que ce soit à l'ouest ou à l'est. À l'époque, rappelons que nous avions aussi des armes nucléaires de courte portée, hein, le Pluton et le Hadès. Et donc, ces armes, effectivement, avaient été interdites par un traité. Et on n'en parlait plus. Donc d'un seul coup, le président Poutine se remet à parler du nucléaire avec des nouvelles armes qui, au passage, entre le discours et la réalisation des choses, il se passe quelques années. Ouais. Hein, donc bon, voilà. Donc c'est un discours, effectivement, qui remonte une certaine agressivité. Voilà, à un moment où peut-être il considère qu'il y a des incertitudes et qu'il peut placer ce discours. Mais qu'est-ce qui fait la différence, Aurélien Duchesne, entre du coup ces armes interdites nucléaires et d'autres armes nucléaires qui sont en revanche bien autorisées depuis très longtemps ? Il y a à la fois le vecteur et la portée. On parle d'armes entre 500 et 2500 km de portée, pour ça qu'on parle de portée intermédiaire, et le traité de 1987 qui les proscrit, c'était d'une part la portée, mais aussi le type de vecteur, ce sont des armes terrestres, c'est-à-dire que par exemple les armes aériennes tirées depuis des avions ou les armes tirées par des sous-marins nucléaires ne sont par définition pas concernées, on parle d'armes terrestres. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons aussi qui peut pousser les Russes à vouloir relancer cette production, c'est qu'on parle depuis 2019 au moment où les États-Unis de Donald Trump ont dénoncé le traité de 1987, ils disent les Russes ont relancé la production notamment du 9M729 qui est justement un missile qui a soi-disant une portée inférieure à 500 km, très probablement beaucoup plus, ce qui était en violation de ce traité. Et une des raisons pour lesquelles les Russes avaient apparemment relancé la production de ce genre de missile, il y a des raisons industrielles, tout simplement. C'est que dans leur triade nucléaire, nous, on n'a que la dissuasion aérienne et celle des sous-marins. Eux, ils ont encore le terrestre. Eh bien, il fait qu'ils réinvestissent davantage leur dissuasion terrestre, la composante terrestre. Donc, ce sont potentiellement des considérations industrielles et de maintenance de capacité qui dictent ce choix qui a des conséquences bien au-delà, évidemment, de l'industrie russe. Général, vous avez mentionné un accord, en effet, sauf qu'aujourd'hui, la Russie, elle dit tout simplement, cet accord qui a été passé il y a très longtemps, lors de la guerre froide, il est tout simplement caduc aujourd'hui. Aujourd'hui, nous examinerons la question des mesures ultérieures de la Fédération de Russie concernant notre moratoire unilatéral sur le déploiement de missiles terrestres de moyenne et courte portée. Comme vous le savez, il y a quelques années, les États-Unis, sous un prétexte farfelu, se sont retirés de ce traité et ont annoncé qu'ils produiraient de tels systèmes de missiles. Nadezhda Koutepova, le nucléaire, c'est votre spécialité, le droit aussi, ça tombe bien. Est-ce qu'il dit vrai, là, Vladimir Poutine ? Est-ce qu'effectivement, les États-Unis ont enfreint les règles, ce qui permettrait aujourd'hui à la Russie de casser, là aussi, cette règle qui a été dictée il y a très longtemps ? Mais à mon avis, c'est un prétexte, sachant la mentalité de cette équipe de Poutine, vu des agendas politiques qui passent aujourd'hui à l'Europe, il devait dans certains sens, à menacer encore à nouveau. Il doit se rappeler au grand public. En plus, c'est toujours attache attention. Mais pour moi, il y a deux points qui sont importants, qui ne sont pas peut-être visibles de première vue. Première chose, cette industrie, qui, vous me corrigez si je ne suis pas raison, cette industrie, c'est lié avec des grandes entreprises russes, des milliardaires russes. Si vous regardez le liste des Forbes, qui s'augmentait pour... il y a beaucoup de gens qui gagnent avec cette guerre, y compris l'industrie de métallurgie qui fait ces armes de grande... Donc, à travers ça, Poutine fait aussi du bien à l'industrie russe, c'est ça ? Exactement, mais l'industrie russe, maintenant, c'est basé sur cette richesse des gens qui gagnent l'argent avec la guerre. Et deuxième chose importante, c'est aussi montrer aux Russes, on peut appuyer sur le même bouton, parce que c'est toujours... mentalité soviétique menacée nucléairement. Ouais. Alors c'est un jeu politique dans ces
propos. Il n'y a que ça qui compte, en effet. Aline Lebecq-Reimer. Je voulais ajouter aussi le contexte de cette menace, micro-contexte, parce qu'il y a évidemment un gros contexte, mais il y a aussi un micro-contexte, c'est qu'au même moment, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une session spéciale sur le décortiquage, pour aller vite, de missiles et l'explication et les preuves notamment apportées par un gros rapport d'enquête de la présence de composantes nord-coréennes dans les missiles, notamment qui attaquent Kharkiv. Donc il y a ça aussi qui se joue dans cette déclaration. Parce que la question de la Corée du Nord là-dedans, elle est aussi, un peu compliquée à manager finalement pour le Kremlin vis-à-vis des Russes, parce que c'est à la fois ils en ont besoin, mais c'est pas hyper glamour non plus pour les Russes de se dire qu'en termes d'armement, ils ont maintenant besoin de la Corée du Nord. Donc il y a ça aussi ce qui se joue. Donc il essaye de dire aussi à sa population, on peut produire là, tout seul. On a besoin de la Corée du Nord, c'est conjoncturel, mais rassurez-vous, on est toujours capable, nous, Grande Russie, de produire des grands missiles qui font très très peur et qui vont aller très très loin. Donc il y a ça aussi qui se joue dans un double. Il s'adresse aussi à ce qui lui reste des alliés, de ses alliés. On va pas non plus s'appuyer que sur la Corée du Nord. Et vraiment, ça tombe très exactement avec ce qui s'est passé ce jour-là au Conseil de sécurité de l'ONU, où vraiment il a été démontré encore une fois par A plus B qu'il y avait des composants, il y avait de la Corée du Nord dans ce qui se passe en termes de missiles et qui tombent en ce moment sur l'Ukraine et notamment sur Kharkiv. Général. Mais ceci étant, dans le discours du président Poutine, il n'a pas tort. Les Américains ont suspendu l'accord qui interdisait ces armes. C'était à l'époque de l'administration de M. Trump, et il faut le rappeler quand même. Justement, ce que dit Vladimir Poutine, c'est que les États-Unis ont déjà commencé à utiliser de tels missiles. Il parle notamment du Danemark. Écoutez. Aujourd'hui, comme vous le savez, les États-Unis non seulement produisent ces systèmes de missiles, mais les ont déjà amenés en Europe pour des exercices au Danemark. On a récemment annoncé leur présence aux Philippines. On ne sait pas s'ils ont retiré ou non ces missiles de là-bas. Quoi qu'il en soit, nous devons réagir à cette situation et prendre des décisions sur ce que nous devrons faire ensuite dans ce domaine. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que cette phrase qu'il utilise, que vous savez. Mais non, mais c'est toujours personne ne sait rien. Si je peux me permettre quand même, c'est toujours assez savoureux de voir Vladimir Poutine invoquer le droit et les interdictions. Il a violé tous les traités, toutes les interdictions, toutes les conventions de règles internationales, et il vient nous expliquer que peut-être il y a quelques années, les États-Unis auraient, ce qui par ailleurs est un peu plus compliqué que ça quand on lit en détail. Donc il est aussi sacrément gonflé quand il dit ça. Enfin, il renverse tout. Quand Poutine s'appuie sur ce bouton, il remplace l'agenda russe par la question nucléaire. Vous savez, c'est dans sa stratégie à serrer les ceintures, parce qu'en Russie, c'est chaque jour n'importe quoi, cette attaque terroristique à Daghestan, pour que les Russes ne pensent pas qu'est-ce qui se passe en Russie. Par exemple, il y avait un grand incident avec le train qui est tombé en raison que voie ferroviaire était endommagée. Donc c'est aussi une diversion. Exactement, c'est pas une diversion, mais ça nous montre que le système de traitement des choses communes ne sont pas bien financés, et comme des conséquences, ça passe quelque chose. Et tandis que Poutine annonce menace nucléaire comme la chose primordiale pour des Russes, c'est pas vrai, mais c'est bien, ça fonctionne bien sur la mentalité russe. Aurélien Duchesne, quand il parle justement de ces missiles présents au Danemark, missiles américains au Danemark, est-ce que c'est sûr, c'est avéré? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est tout simplement hors de question et qu'il n'est absolument pas avéré qu'il y ait une présence de ces missiles justement sur le sol européen? Déjà, il n'a pas parlé du type précis de missile en question, parce qu'à ce moment-là, si on prend par exemple les têtes nucléaires qui sont basées en permanence dans le cadre du nuclear sharing, du partage nucléaire de l'OTAN, il y en a de tout temps en Allemagne et en Turquie. Ce sont des armes qui ne sont pas concernés par le traité qui a été dénoncé par les Américains, c'était des armes aériennes. Là, rien ne nous dit que c'est pas ce genre d'armes, par exemple, qui aurait été employé par les Américains dans des exercices. La deuxième chose est que si on remonte vraiment le fil, c'est à partir de 2014 que les Américains commencent à dénoncer le traité. Pourquoi? Et ils l'ont fait pour de bon juridiquement en 2019, parce qu'ils reprochaient aux Russes d'avoir non seulement
recommencer à construire des types de missiles et de lanceurs qui étaient interdits, mais aussi de les déployer potentiellement dans l'exclave de Kaliningrad, entre la Pologne et la Lituanie. Donc, s'il fallait remonter le fil, ce serait les Russes qui auraient recommencé. C'est un peu une redite du scénario de la crise des euromissiles de 1987, celle qui a conduit justement à signer ce traité contre les forces nucléaires intermédiaires. Et enfin, très brièvement, quand vous évoquiez l'aspect industriel, effectivement, quand on regarde des gens comme le patron du conglomérat Rostec, monsieur Sergei Chemezov, ce sont des gens effectivement qui ont des intérêts directs dans les industries nucléaires, y compris militaires. Donc encore une fois, je pense que si les Russes devaient, et rien ne dit qu'ils vont le faire, relancer la production de ce type de missiles, il y a vraiment tout simplement des questions industrielles internes. Il faut redémarrer la machine. Partagez votre opinion dans les commentaires et surtout abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour être les premières personnes à être informées quand nous allons mettre une autre vidéo en ligne. À la prochaine vidéo.